Maman n'est pas morte, elle est sous le plancher. Le cri brisa le silence comme un coup de feu. Anna, 6 ans seulement, se tenait pieds nus au milieu du salon, son petit corps tremblant. Sa voix se brisait et résonnait sur les murs. Ses grands yeux bruns, gonflés par les pleurs, cherchaient quelqu'un qui la croirait enfin. Sa petite poitrine se soulevait à chaque respiration. D'une main, elle serrait son lapin en peluche, boueux et mouillé, les oreilles tombantes comme si elles aussi avaient abandonné. 3 policiers en uniforme restèrent figés sur place. Aucun n'osait bouger, hésitant entre réconforter l'enfant ou se préparer à la suite. Dehors, une voiture de police tournait au ralenti. Ses gyrophares rouges et bleus vacillant aux fenêtres de la paisible maison de banlieue. À l'intérieur, une légère odeur de nettoyant au citron flottait encore dans l'air, tentant, sans succès, de masquer quelque chose de bien plus sombre. « Elle est sous le plancher de la cuisine », cria Anna de nouveau, la voix de plus en plus désespérée. « Juste là. C'est mon oncle B qui l'a fait. Il l'a fait. » Son père, Jordan Matthews, se tenait raide sous l'arche du couloir. Les épaules crispées, la mâchoire crispée. « Anna, arrête, dit-il fermement. Arrête tout de suite. » Mais Anna se tourna vers lui, la voix brisée. « Tu ne m'as pas cru. Je l'ai vu. Tu as dit que je rêvais, mais ce n'était pas le cas. » Le visage de Jordan se crispa, mêlé de peur et de frustration. Il regarda les policiers, puis de nouveau sa fille. Elle est désemparée depuis le départ de sa mère la semaine dernière. C'est le deuil. Elle a regardé trop de séries policières. S'il vous plaît. Policier, elle a juste besoin de repos. Anna tapa du pied, furieuse. Elle n'est pas partie. Tu n'as même pas regardé. Tu as juste écouté oncle Ray. Il a menti. L'agent Martinez s'avança d'une voix calme mais résolue. Monsieur, nous avons reçu un appel au 911 provenant de cette adresse. Le répartiteur a confirmé qu'il provenait de votre ligne fixe. Votre fille a dit avoir été témoin d'un incident violent. Le regard de Jordan se porta vers la cuisine. Il baissa la voix. Elle a dû l'utiliser sans que je le sache. Elle était bouleversée. Ce n'est qu'une enfant. Nous devons encore vérifier les lieux, a répondu Martinez. Jordan hésita. Son regard se porta de nouveau vers la cuisine, le carrelage flambant neuf. Les joints qui séchaient, la légère odeur de nettoyant industriel qui, il le réalisait maintenant, n'avait pas complètement effacé quelque chose de bien plus sinistre. Puis, une voix dans le couloir. « Tout va bien ?» L'oncle Ray entra, s'essuyant les mains avec une serviette. Sa silhouette massive emplissait l'embrasure de la porte, le visage pâle, figé à la vue des policiers. Anna le désigna du doigt, sa voix soudain basse mais tranchante comme un rasoir. Il l'a frappée. Il a crié et l'a frappée avec le bâton de cheminée. Puis il a dit qu'elle nous rendait la vie difficile à tous. Martinez resta bouche bée. « Monsieur, je vais vous demander de rester où vous êtes. » Ray jeta un coup d'œil à Jordan. Puis lui adressa un sourire forcé. « C'est un malentendu. Anna est une gentille fille, mais elle est parfois perdue. » L'agent Barnes était déjà entré dans la cuisine. Il s'accroupit près d'une zone où le motif du carrelage se modifiait subtilement. Il passa la main le long du joint et sortit une lampe UV. Lorsque le faisceau passa sur le joint, de faibles traces brillèrent en violet. « Du sang, » dit Barnes doucement. « On a essayé de le nettoyer, mais il est toujours là. » Martinez a demandé par radio une autorisation d'urgence. Jordan les regarda soulever les tuiles, lentement d'abord, puis avec urgence. L'air changea. L'odeur s'épaissit. Une odeur aigre, caractéristique, monta ou une odeur qui murmurait la mort. Anna ne pleurait plus. Elle regardait simplement. Puis ils l'aperçurent. Une bâche en plastique déchirée. Une main pâle repliée sur elle-même, comme si elle attendait d'être découverte. Le silence tomba comme un poids. Jordan trébucha en arrière et heurta le mur. Il glissa au sol, le souffle court, les mains tremblantes. « Oh mon Dieu ! Non. 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 » Anna le regarda. Sa voix était maintenant douce. « Tu as dit que je mentais. » Jordan regarda sa fille ou son enfant, sa chair et son sang. Ses joues étaient striées de larmes. Son innocence brisée par quelque chose qu'il refusait d'accepter. Sa bouche s'ouvrit,
mais rien ne sortit. Juste un sanglot fracturé. Il rampa jusqu'au canapé, cherchant un appui. Puis s'effondra à genoux. Je pensais qu'elle Ray avait juste dit qu'elle avait besoin d'espace. Qu'elle était partie avec sa sœur. Je l'ai cru. Je l'ai laissée allongée là. Anna resta immobile. Le regard fixe. Elle n'est pas partie, papa. Elle n'est jamais partie. Jordan la serra contre lui, enfouissant son visage dans son épaule. Son corps tremblait de chagrin. Je suis désolé. Pleura-t-il. J'aurais dû t'écouter. J'aurais dû la protéger. J'aurais dû te croire. Et pendant un instant, plus fort que les sirènes, plus fort que les murmures des voisins, plus fort que le cri du vent froid, ce fut le bruit d'un homme s'effondrant sous le poids de sa propre culpabilité. Si cette histoire vous a touché, aimez-la pour montrer votre soutien à Anna et dites-nous d'où vous la regardez dans les commentaires. Quelqu'un près de chez vous la regarde peut-être aussi. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci. Plus tard, la camionnette du coroner s'éloigna de Maplewood Avenue, disparaissant dans la nuit, transportant la vérité silencieuse finale de Cassandra Matthews. Un vent froid agitait les arbres, dispersant des feuilles cassantes sur l'allée. Comme si même la nature en avait assez de prétendre que tout était normal. Anna était assise à l'arrière d'une voiture de police, enveloppée dans une épaisse couverture. Son front était pressé contre la vitre. Ses yeux étaient secs, non pas parce qu'elle était guérie, mais parce qu'il ne lui restait plus de larmes. Son lapin était blotti contre elle. À l'intérieur de la maison, l'odeur de l'eau de Javel persistait sur les murs, mais elle ne pouvait pas cacher la vérité. L'agent Barnes se tenait dans la cuisine, les bras croisés, scrutant le sol ouvert, maintenant pelé comme une plaie. Des traces de preuves parsemaient la scène. Des éclaboussures de sang derrière le réfrigérateur. Des empreintes digitales sur le manche de la serpillière. Les restes carbonisés d'un torchon retrouvé dans le foyer extérieur ou une tentative de destruction des preuves. L'inspectrice Myriam Saunders entra. La quarantaine avançait. Un regard perçant. Une autorité sereine. Elle en avait vu assez pour savoir quand une maison murmurait sa culpabilité avant même que quiconque n'avoue. Barnes lui tendit un presse-papier. Première évaluation. La victime a subi un traumatisme contondant. Probablement avec le tisonnier de la cheminée. Trouvé sous l'évier. Aucune trace de lutte, mais l'autopsie nous en dira plus. Le parquet a été remplacé dans les 48 heures. Les reçus et les dossiers de l'entrepreneur ont disparu. Saunders haussa un sourcil. Et le mari? Il pleure toujours. Il prétend ne rien savoir. Et le beau-frère? En garde à vue. Pas d'aveu. Il dit que c'était un accident. Elle traversa le couloir, ses talons claquant doucement sur le parquet. Des photos de famille étaient alignées au mur, Cassandra souriante. Anna le jour de son anniversaire. Toutes trois réunies, figées par la joie d'un temps révolu. Maintenant, l'air sentait le chagrin. Elle entra dans le salon. Jordan Matthews était assis sur le canapé, affalé, la tête dans les mains. Son visage était rouge. Ses jointures le grattaient à force de serrer trop fort. « Détective » murmura-t-il. « Monsieur Matthews » dit-elle calmement en s'asseyant en face de lui. « Il faut qu'on parle. Vous avez dit aux policiers que votre femme avait quitté la maison la semaine dernière ?» Il hocha lentement la tête. Ray a dit qu'elle avait besoin d'espace. Elle a dit qu'elle avait craqué et qu'elle était allée chez sa sœur. Je n'ai pas remis ça en question. Je pensais qu'elle avait juste besoin de temps. Saunders se pencha en avant. Mais votre fille vous a raconté ce qu'elle a vu. Je sais, dit-il, les larmes aux yeux. Je ne voulais pas la croire. Je pensais qu'elle était perdue. Elle est si jeune. Comment pouvait-elle savoir? Elle le savait, répondit Saunders. Elle le savait mieux que nous tous. Jordan laissa son corps s'enfoncer dans les coussins. Elle est venue vers moi 3 fois. En hurlant. En suppliant. Je lui ai crié dessus. Je lui ai dit d'arrêter de dire des bêtises. Et pendant tout ce temps, Cassie était là, sous nos pieds. Saunders attendit. Puis parla prudemment. Nous avons un motif probable de meurtre. Le récit de Ray ne concorde pas avec les preuves matérielles.
Votre femme n'est jamais partie. Aucune trace d'elle. Mais nous avons aussi besoin de votre coopération. S'il vous a parlé. S'il a fait allusion. Jordan secoua la tête. Il n'a rien dit. Juste qu'elle était partie. Qu'elle avait craqué. Je n'ai pas vu de sang. Je n'ai pas vu de corps. Je n'ai pas réfléchi. Mais tu l'as aidé à rénover le sol. Il hésita, puis hocha la tête. Il a dit que c'était une surprise pour Cassie. Il voulait réparer la cuisine pendant son absence. Je pensais qu'il essayait d'arranger les choses. Un nouveau départ. Saunders a griffonné une note. Vous devrez rester disponible. Vous serez probablement cité comme témoin. Jordan hocha la tête d'un air absent, son regard se portant vers la fenêtre. Anna était dehors avec l'agent Barnes. Elle ne bougea pas. Elle observait simplement la maison. Comme un enfant regarde une histoire se terminer sans savoir s'il doit pleurer ou non. Cette nuit-là, Anna est restée avec l'officier Martinez et sa femme. Ils n'avaient pas d'enfant, mais ils lui ont donné la chambre d'amis, lui ont préparé du fromage grillé et du lait chaud. Et n'ont pas posé de questions. Elle n'a pas parlé jusqu'à l'heure du coucher. Est-ce que papa va aussi en prison, demanda-t-elle doucement, les yeux fixés au plafond. Martinez s'assit au bord du lit. Non, ma chérie. À moins qu'il ait fait quelque chose de mal. Anna cligna des yeux. Mais il ne m'a pas écouté. Je lui ai tout dit. Je lui ai tout dit. Il avait peur, dit doucement Martinez. Parfois, les adultes font des erreurs quand ils ont peur. Anna serra son lapin contre elle et murmura, moi aussi, j'ai peur. Mais je savais quand même ce qui était bien. Martinez hocha la tête, la gorge serrée. C'est ce qui rend courageux. Au petit matin, Jordan Matthews se tenait seul dans le jardin. De la fumée s'échappait du foyer où son beau-frère avait tenté d'éteindre le passé. Il fixait les cendres, hanté par le fantôme de la femme qu'il avait aimée et abandonnée. Ses mains tremblaient lorsqu'il fouilla dans sa poche et en sortit l'alliance de Cassandra. Il ne se souvenait plus quand elle avait cessé de la porter. Seulement qu'il l'avait trouvée dans la boîte à outils de Ray, cachée sous un chiffon. Jordan tomba à genoux, serrant fermement la bague dans sa main, et pleura dans le silence. Il pleurait non seulement pour la femme enfouie sous le sol, mais aussi pour les mots auxquels il n'avait pas cru, pour l'enfant qu'il avait trahi. Et pour le son d'une vérité qui avait hurlé jusqu'à se briser. Le soleil matinal filtrait à travers les rideaux de dentelle de la chambre d'amis de l'agent Martinez, projetant des motifs dorés sur le mur. Anna était allongée, immobile, les yeux ouverts, son lapin blotti sous son menton. Elle n'avait pas bougé depuis son réveil, n'avait pas appelé. Elle écoutait simplement. En bas, l'odeur des toasts et des œufs emplissait la maison. Teresa, l'épouse de Martinez, évoluait tranquillement dans la cuisine, murmurant à son mari. Debout près de la fenêtre, le regard fixé sur la rue où les journalistes commençaient à affluer. Ils vont le traquer toute la semaine, marmonna Martinez, les bras croisés. Il mérite un peu de paix. Dit doucement Teresa. La fille surtout. Martinez ne répondit pas. Il se tourna vers l'escalier. Je vais voir comment elle va. Il trouva Anna assise dans son lit. Toujours enveloppée dans la même couverture. Son regard était lourd mais alerte. Elle ne le regarda pas lorsqu'il entra. Bonjour, ma chérie, dit-il doucement en s'accroupissant à sa hauteur. Comment te sens-tu? Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Quand vont-ils l'enterrer? Oui, dit-il doucement. Il y aura des funérailles. Tu peux y aller si tu veux. Nous serons là. Anna hocha lentement la tête, puis demanda, est-ce que papa ira? Martinez hésita. Il en a envie. Elle lui manque terriblement. Elle cligna des yeux vers le mur. Il pleura. Mais c'était trop tard. Parfois, dit doucement Martinez, les gens ne comprennent pas ce qu'ils ont jusqu'à ce qu'ils le perdent. Anna se tourna vers lui, d'une voix faible mais assurée. Mais moi, oui. Il hocha la tête solennellement. Oui, c'est vrai. Plus tard dans la matinée, Martinez a conduit Anna au commissariat. L'inspecteur Saunders avait demandé à un défenseur des droits des enfants de l'accompagner, mais Anna a insisté pour parler seule. Elle ne broncha pas sous les néons de la petite salle d'interrogatoire. Elle se redressa sur la chaise, les jambes légèrement au-dessus du sol.
Saunders est entré avec un dossier et un magnétophone. Bonjour Anna. Je m'appelle inspecteur Saunders. Vous vous souvenez de moi? Oui. Tu étais dans la maison. Tu as regardé les photos. C'est exact. Saunders s'assit en face d'elle. J'aimerais te poser quelques questions, et tu peux arrêter quand tu veux. Ça te va? Anna hocha la tête. Saunders alluma l'enregistreur. Peux-tu me dire ce que tu as vu la nuit où ta mère a été blessée? La voix d'Anna ne tremblait pas. J'étais dans ma chambre. J'ai entendu des cris. Forts. Comme quand papa et maman se disputent. Mais en pire. Puis j'ai entendu du verre se briser. J'ai rampé jusqu'à la porte et j'ai regardé par l'entrebâillement. Saunders se pencha. Et qu'as-tu vu? Oncle Ray avait le tisonnier. Maman pleurait. Il l'a frappée. Elle est tombée. Il a crié quelque chose d'horrible. Il a dit qu'elle avait tout gâché. Puis il s'est tu. Elle ne bougeait plus. Saunders écrivait lentement. Est-ce que ton père a vu ça? Anna secoua la tête. Il n'était pas là. Il viendrait plus tard. Tu lui as dit? Oui. Le lendemain matin, il a dit que maman était allée chez tante Michel. Mais je savais que ce n'était pas le cas. Que s'est-il passé ensuite? Oncle Ray a commencé à faire du bruit dans la cuisine. Il disait qu'il réparait le sol, mais ce n'était pas le cas. Il la cachait. Il utilisait de grandes bâches en plastique. Je l'ai entendu traîner. Saunders ferma le dossier. Tu es très courageuse, Anna. Anna leva les yeux. Mais je ne devrais pas avoir à l'être. Saunders cligna des yeux, puis lui prit la main. Non, tu ne devrais pas. Pendant ce temps, à la prison du comté, Ray Matthews était assis seul dans une salle d'interrogatoire. Il avait changé d'apparence. Échevelé, pâle et légèrement tremblant. Il n'avait pas parlé depuis son arrestation. L'inspecteur Barnes entra et déposa une photo sur la table. On y voyait la main de Cassandra, dépassant dessous le carrelage. Ray détourna le regard. Cela valait-il la peine? Demanda Barnes. Ray n'a rien dit. Tu as tué ta sœur, dit lentement Barnes. Tu l'as enterrée sous sa propre cuisine. Et pourquoi? De l'argent? Du contrôle? Ray a finalement levé les yeux. Elle allait nous ruiner. Elle voulait partir. Prendre l'enfant. Elle a dit qu'elle parlerait des prêts à la police. De tout. Elle allait ruiner notre réputation. Alors, c'est toi qui l'as détruite. La voix de Ray se brisa. C'était censé être un accident. Je ne l'avais pas fait exprès. Elle m'a poussé. Je l'ai repoussée. Elle a heurté le comptoir. Puis, elle s'est arrêtée. Barnes croisa les bras. Et la dissimulation? Les tuiles? Les mensonges? J'ai paniqué, murmura Ray. Elle allait tout raconter à Jordan sur l'entreprise, les dettes. Il fallait que je fasse quelque chose. De retour au commissariat. Anna était assise dans la salle de pause, sirotant du jus de pomme. Quelques policiers passèrent, adressant de petits sourires et de doux hochements de tête. La nouvelle s'était répandue. La fille qui avait dénoncé un meurtrier. La fille qui avait dit la vérité que personne ne voulait entendre. Plus tard dans l'après-midi, Jordan fut amené au commissariat. Pas menotté. Mais pas les voûtés. Il demanda à voir Anna. Martinez l'a amené à la salle de pause. Anna leva les yeux, ses yeux indéchiffrables. Il s'agenouilla devant elle. Salut, citrouille. Elle ne répondit pas. Il réessaya. Je suis vraiment désolé. Je ne t'ai pas cru. J'aurais dû. J'aurais dû t'écouter. Anna le regardait. Tu as dit que je rêvais. Je sais. J'avais tort. Je ne voulais pas croire qu'une chose aussi terrible puisse arriver. Sa voix était faible. J'avais besoin que tu me croies. Je t'ai laissé tomber, murmura-t-il. Mais je te promets que je n'ignorerai plus jamais ta voix. Les lèvres d'Anna tremblèrent. Puis, lentement, elle hocha la tête et, pour la première fois depuis des jours, se pencha en avant et l'entoura de ses bras. Il la serra fort, comme une bouée de sauvetage, et les larmes coulèrent à nouveau. Mais cette fois,
pas seulement de chagrin, mais du fragile espoir de rédemption. Derrière eux, Martinez se tenait silencieusement dans le couloir, le cœur lourd. Ils savaient que cette affaire resterait gravée dans leur mémoire. Certaines histoires ne se terminent pas parfaitement. Juste des survivants, des échos, et le courage qu'il a fallu pour parler malgré le silence. Les funérailles ont été fixées à jeudi. 4 jours seulement après que le corps de Cassandra a été retrouvé sous le sol de la cuisine. C'était un petit service, célébré dans la même église communautaire où Anna avait été baptisée et où Cassandra chantait autrefois dans la chorale. Le sanctuaire était modeste. Ses vitraux projetaient de douces couleurs sur les bancs tandis qu'amis, voisins et collègues s'y rendaient petit à petit, chacun portant un chagrin amplifié par le silence entourant sa mort. Anna était assise au premier rang, ses petites mains croisées sur ses genoux, ses jambes touchant à peine le bord du siège. Elle portait une simple robe noire et un bandeau blanc que Cassandra lui avait offert pour Pâques. Jordan était assis à côté d'elle, la posture rigide, le visage pâle. Il n'avait pas dormi depuis des jours. Il parlait à peine, sauf pour répondre aux questions directes des enquêteurs ou des travailleurs sociaux. Le chagrin s'accrochait à lui comme une fumée. Épais. Étouffant, inexorable. Tandis que le pasteur parlait, évoquant la générosité de Cassandra, son amour pour la musique, sa loyauté indéfectible envers sa fille, Anna se pencha légèrement vers son père. Pour la première fois depuis tout cela, elle se laissa aller contre lui. Jordan passa doucement son bras autour de ses épaules. Un petit geste, mais un pont qui commençait à se reconstruire. Après le service, un rassemblement silencieux s'est tenu dans la salle commune. L'odeur des ragoûts et des biscuits du commerce emplissait l'air, mais personne n'avait vraiment faim. Les gens parlaient à voix basse, offrant leurs condoléances avec des yeux humides et des sourires incertains. L'inspectrice Saunders se tenait au fond, observant. Elle avait été invitée par Martinez. Non pas en tant qu'agent, mais en tant que témoin discret des événements. Saunders n'aimait pas les funérailles. Elle lui rappelait trop souvent que justice n'était jamais rendue sans qu'une personne soit déjà partie. Teresa Martinez s'agenouilla au niveau d'Anna près de la table des desserts. « Tu tiens le coup, ma chérie ?» Anna hocha la tête, mais sa voix était à peine audible. « Je ne veux pas que les gens l'oublient. »« Ils ne le feront pas, » a promis Teresa. « Ta mère s'en est assurée. » Les yeux d'Anna scrutèrent la pièce. Et s'il s'en sortait? Et si l'oncle Ray mentait et disait que c'était juste une erreur? Teresa tendit la main et la serra. L'inspecteur Saunders veille à ce que la vérité reste intacte. Tout comme vous l'avez fait. Dans un autre coin, Jordan discutait avec un ami de la famille. Un homme âgé nommé Curtis. Qui travaillait avec Cassandra à l'urbanisme. Nous étions sous le choc, dit Curtis en secouant la tête. Elle était si prudente. Si forte. Je n'arrive toujours pas à y croire. Je crois. Dit doucement Jordan, je crois qu'elle savait que quelque chose allait arriver. Elle a modifié nos testaments le mois dernier. Elle m'a dit qu'il fallait qu'on mette à jour les modalités de garde. Au cas où. Je n'y ai pas vraiment pensé à l'époque. Pensez-vous qu'elle savait que Ray était dangereux? Jordan n'a pas répondu. Il fixait simplement le sol, la mâchoire serrée. Cette nuit-là. La maison était sombre et fermée à clé. Une équipe de scène de crime avait déjà retiré les tuiles restantes. Catalogué chaque trace de sang et d'eau de javel. Mais Jordan avait reçu la permission de revenir brièvement pour récupérer des vêtements pour Anna. Quelques souvenirs. Il ne voulait pas entrer. Mais Anna a insisté pour l'accompagner. La maison semblait plus froide. Plus vide. Chaque pas résonnait. Anna tenait fermement la main de son père alors qu'il se déplaçait d'une pièce à l'autre. Sa chambre semblait intacte. Toujours pleine de poupées et de livres de coloriage. Mais elle s'arrêta devant la cuisine, fixant le béton nu où se trouvait autrefois le sol. « Puis-je laisser quelque chose ?» demanda-t-elle. Jordan a hésité. « Que veux-tu dire ?» Anna fouilla dans sa poche et en sortit une petite photo plastifiée d'elle et Cassandra lors d'un voyage à la plage l'été précédent. Du sable collé à leurs joues. Tous deux souriant largement. Je veux le lui donner pour qu'elle sache que je n'ai pas oublié. Jordan s'agenouilla, les larmes aux yeux. Elle sait, Anna. Elle a toujours su. Pourtant. Il la laissa placer doucement la photo sur l'endroit nu. Elle murmura quelque chose de trop doux pour être entendue,
puis embrassa ses doigts et toucha le sol. Ils ont passé le reste de la soirée chez les Martinez. Teresa a mis Anna au lit pendant que Jordan rencontrait un agent de liaison du tribunal dans la salle à manger. Il y avait des papiers de garde à signer, des évaluations psychologiques à planifier, des conseils en cas de traumatisme à organiser. Jordan a signé chaque page sans protester. C'est tout ce qui me reste, dit-il, la voix rauque. Et je vais faire tout ce que je peux pour y parvenir. Le lendemain, les détectives Saunders et Barnes ont rencontré le procureur de district. Ils ont exposé les preuves. Traces de sang. Le tisonnier à empreinte partielle. Déclaration enregistrée de Ray. Le témoignage clair et cohérent d'Anna. Il essaie de faire comme si c'était un accident, a expliqué Barnes. Mais le nettoyage, la dissimulation. C'est un meurtre. Le procureur hocha la tête. Le témoignage de l'enfant le scelle. Je vais passer au premier degré. Nous allons argumenter sur la préméditation. Et Jordan Matthews, demanda Saunders. Nous ne l'accusons pas. C'est un conjoint en deuil. Une confiance mal placée ne fait pas de lui un complice. Cet après-midi-là, Ray Matthews était assis seul dans sa cellule. Son avocat venait de partir, furieux. La libération sous caution a été refusée. Le procès était imminent. Ray fixait le mur de ciment, repensant encore et encore à cette nuit-là. Son cri. Au moment où elle a frappé le comptoir. La façon dont le silence s'est précipité comme une vague. Il pensait pouvoir enterrer la vérité avec le corps. Il n'avait pas compté sur Anna. Pendant ce temps, Anna et Jordan ont visité la tombe de Cassandra. Ils ont apporté des tournesols, ses préférés. Jordan s'agenouilla à côté de sa fille. La main sur son épaule. « Tu as fait quelque chose que je ne pouvais pas faire, dit-il. Vous avez vu la vérité et vous l'avez défendue. » Anna n'a pas répondu. Elle se pencha simplement vers lui, regardant les pétales bouger dans la brise. Sous la terre, le silence régnait. Mais au-dessus, la justice avait commencé à parler. Le premier gel de l'automne a recouvert l'herbe devant l'école élémentaire Riverdale. Cela a fait scintiller le terrain de jeu comme un souvenir enrobé de sucre. À l'intérieur, les enfants entraient avec des manteaux trop grands pour leurs bras en pleine croissance et des sacs à dos traînant derrière eux. Les rires ont rempli les couloirs. Des pas résonnaient. Et pour la plupart des enfants, ce n'était qu'un autre jeudi. Mais pas pour Anna. Elle marchait silencieusement à côté de son père dans le couloir. Sa main fermement serrée dans la sienne. Son visage était pâle, son expression sérieuse, bien plus âgée que son âge. Jordan s'agenouilla à côté d'elle alors qu'ils atteignaient la porte de la classe. Sa voix douce. « Tu es sûr de vouloir faire ça aujourd'hui ? Nous pouvons attendre encore une semaine. » Anna secoua la tête. « Je suis prêt. » Le cœur de Jordan se serra face à la fermeté de sa voix. Si semblable à celle de Cassandra lorsqu'elle se décidait à faire quelque chose. Il l'embrassa sur le front et la laissa partir. La classe devint silencieuse quand Anna entra. Madame Pierce. Une femme aimable d'une cinquantaine d'années aux cheveux argentés, lui a offert un sourire chaleureux. Bienvenue. Anna. Tu nous as manqué. Quelques enfants ont chuchoté. Un garçon a regardé fixement. Une autre fille a offert à Anna un siège à côté d'elle avec un signe de la main timide. Anna s'assit. Ouvrit son carnet et ne se retourna pas. Dehors, Jordan resta longtemps devant les portes de l'école, regardant à travers la vitre. La décision de renvoyer Anna à l'école avait été difficile. Les thérapeutes ont conseillé la cohérence, la reprise des routines. Mais rien dans la vie d'Anna n'était plus routinier. Il la regarda sortir son crayon, concentré, immobile. Comme si je voulais que la journée redevienne normale. De retour au commissariat. Le détective Saunders se préparait pour le procès. Elle et Barnes ont examiné leur liste de témoins, leurs journaux de preuves et la pile croissante de déclarations d'amis et de voisins. Chaque entretien a brossé un tableau plus complet. Le ressentiment de Ray. La suspicion croissante de Cassandra. Ses projets visant à révéler les écarts financiers dans l'entreprise familiale. Barnes jette a un dossier sur le bureau. Celui-ci vient du voisin, Opel Williams. Elle a dit avoir entendu une dispute 2 jours avant la mort de Cassandra.
quelque chose comme « Tu ne vas pas tout me reprendre ?» Saunders haussa un sourcil. Cela correspond au calendrier du remplacement du plancher. Il a perdu le contrôle. J'ai essayé de le réparer après coup. Barnes hocha la tête. Nous allons enfoncer le clou devant le tribunal. Le témoignage d'Anna aura du poids. Mais les preuves matérielles et la corroboration des témoins. Ce sont les clés. Saunders se pencha en arrière. Cet enfant. Je n'arrive pas à la sortir de ma tête. Elle a vu son monde se briser et est restée debout à travers cela. La plupart des adultes ne peuvent pas faire ce qu'elle a fait. Pendant ce temps, la journée d'Anna se déroulait tranquillement. Au déjeuner, elle s'asseyait sous le grand chêne, loin du bruit de la cafétéria. Son sandwich est resté intact. La brise tirait sur l'ourlet de sa jupe tandis qu'elle regardait le ciel, perdue dans ses pensées. Une ombre passa sur elle. C'était Madame Pierce. Ça vous dérange si je m'assois? Anna haussa doucement les épaules. Madame Pierce s'est abaissée. Ses genoux craquant légèrement. J'ai entendu parler de ta mère. Dit-elle doucement. Elle venait t'aider à la foire du livre. J'apportais toujours des muffins. Anna hocha la tête. Myrtille. Elle a dit que c'était des muffins magiques. Ils étaient bons? A convenu Madame Pierce. Je veux que tu saches que nous sommes fiers de toi. Tu as fait quelque chose de très courageux. Anna baissa les yeux. Je ne me sens pas courageux. Je me sens fatigué. C'est logique? A déclaré Madame Pierce. Le courage ne signifie pas que vous n'êtes pas fatigué. Cela signifie que vous continuez même lorsque vous êtes. Pour la première fois ce jour-là. Les lèvres d'Anna se courbèrent. À peine. Mais c'était un sourire. Ce soir-là, Jordan et Anna ont partagé un dîner tranquille. Fromage grillé. Soupe aux tomates. Le plat réconfortant préféré de Cassandra. Jordan a essayé de garder un ton léger. Mais la pièce semblait plus lourde sans. Son rire résonnant sur les murs. Après le dîner, Anna a sorti un dossier de son sac à dos. À l'intérieur se trouvait une image dessinée à la main. Elle et sa mère debout devant leur maison. Souriante. La fenêtre de la cuisine avait un petit cœur dessiné dessus. « Je veux donner cela au juge », a-t-elle déclaré. Jordan cligna des yeux. Le juge? Pour le procès. Pour qu'il se souvienne de qui elle était. Il tendit la main et toucha sa main. C'est beau. Et je pense que ta mère adorerait ça. Au même moment. Dans la salle des visiteurs de la prison, Ray Matthews était assis en face de son avocat commis d'office. Le ton de l'avocat était tranchant. Le procureur propose un accord. 25 à vie. Vous évitez le procès. Évitez qu'Anna témoigne. Prends-le. La mâchoire de Ray se serra. Et admettre un meurtre au premier degré? Tu as avoué le nettoyage. Nous avons des preuves de sang. Le poker. Le témoignage d'un enfant. Ce jury va condamner. Tu penses qu'ils seront indulgents parce qu'elle était ta sœur? Ray n'a pas répondu. Ses yeux étaient creux maintenant. Plus sur la défensive. Juste vide. Je pensais sauver la famille, murmura-t-il. Elle voulait tout démolir. Elle voulait protéger sa fille. A déclaré l'avocat. Et maintenant, c'est elle qui grandira en disant la vérité que tu as enterrée. À l'extérieur de la prison. Le vent s'est levé. L'automne est arrivé définitivement. Anna se tenait près de la fenêtre de sa chambre, regardant les feuilles tomber. Jordan est intervenu. Tenant le livre que Cassandra avait l'habitude de lire à haute voix chaque soir. L'arbre généreux. Il s'assit à côté d'elle sur le lit. J'ai ouvert la première page. Vous voulez le lire ensemble? Anna s'appuya contre lui, posant sa tête sur son épaule. Alors qu'il commençait. Sa voix tremblait légèrement. Anna ferma les yeux. La maison n'a pas été guérie. Les blessures étaient encore fraîches. Mais pour la première fois depuis des semaines. Le père et la fille respiraient en rythme. Et quelque part au-delà du silence. L'amour de Cassandra persistait. Tissé dans leur voix. Leurs souvenirs. Et maintenant. Leur combat pour la justice. 3 semaines après les funérailles,
les feuilles étaient devenues cassantes. Cuivre et cramoisi. Tapissant les trottoirs comme des avertissements silencieux de la nature elle-même. Les matins étaient plus froids maintenant. Chacun semblait peser plus lourd sur les épaules de Jordan. Il se réveilla avec un soupir. Se frotta les yeux pour chasser le sommeil. Je me suis retourné pour trouver l'autre côté du lit à nouveau vide. Anna était déjà en bas. Assise à la table à manger avec son cahier ouvert et une pile de crayons à côté d'elle. Son lapin était couche. Et à proximité. Une oreille légèrement déchirée. Mais toujours très aimée. Elle dessinait quelque chose avec des traits lents et délibérés. Jordan s'est approché tranquillement. Une tasse de café à la main. « Sur quoi travailles-tu » demanda-t-il doucement. « Une carte » dit-elle sans lever les yeux. « Une carte vers quoi ?»« À tout ce qui fait mal. » Il se figea. Le cœur battant la chamade. Elle a tourné la page pour lui montrer. Petit bonhomme allumette. Bâtiments étiquetés école, maison, tribunal. Et au centre. Un cœur brisé en deux. Il s'assit à côté d'elle. Plaçant sa main sur la sienne. Est-ce que ça aide de le dessiner? Anna hocha la tête. Je pense que cela le rend plus petit. Ils étaient assis en silence. Laissant le moment respirer entre eux. Plus tard dans la matinée, Jordan l'a conduite en thérapie. Sa 3e séance au Child Resilience Center. Le bâtiment était coloré. Conçu pour que les enfants se sentent en sécurité. Pourtant, Anna ne lâcha jamais sa main jusqu'à ce qu'ils atteignent la porte du bureau de Mademoiselle Hilla. Mademoiselle Hilla était patiente. Voix douce. Avec des yeux qui lisent plus que la plupart des gens n'ont jamais parlé à voix haute. Elle a accueilli Anna avec un sourire chaleureux et a fait signe à Dan de se rendre dans la salle d'attente. À l'intérieur, Anna s'est recroquevillée dans un pouf, un lapin sur ses genoux. J'ai fait un rêve, dit-elle sans hésiter. Maman chantait. Mais sa bouche ne bougeait pas. Mademoiselle Hilla pencha la tête. Qu'est-ce que ça faisait? Comme si elle voulait me dire quelque chose. Mais la maison était trop bruyante. Anna ne semblait pas effrayée, mais triste, comme si elle ne voulait pas que quelqu'un d'autre ait peur. Elle se sentait observée, comme si quelque chose clochait encore. Même si personne d'autre ne le voyait. Mademoiselle Hilla expliqua que parfois, notre corps se souvient d'un traumatisme même lorsque notre esprit essaie d'aller de l'avant à cette force, pas la souffrance. De retour au commissariat, l'inspecteur Saunders examina les preuves. Le procureur confirma le procès dans 4 semaines. Ray Matthews rejeta une négociation de peine. Affirmant que la vérité éclaterait. Mais Saunders savait que la vérité s'était éteinte au moment où Ray avait blessé Cassandra. De nouvelles preuves montraient que Ray avait contracté une 2e hypothèque avant la mort de Cassandra, tentant de dissimuler un investissement raté. Les courriels ont révélé que Cassandra avait l'intention de dénoncer les crimes financiers. C'est pourquoi Ray a craqué, a planifié la dissimulation. A remplacé le sol et a blanchi la pièce pour cacher la vérité. Le lendemain, au tribunal, Anna témoigna avec un courage inébranlable. Elle parla de l'audience disant la vérité là où d'autres refusaient, décrivant la nuit où elle avait vu le corps de sa mère disparaître sous les mensonges. La salle d'audience l'écouta. Émue par son courage. Le jury a déclaré Ray Matthews coupable de meurtre au 1er degré. Anna n'a pas pleuré, mais a brandi une photo de moments plus heureux avec sa mère. Ressentant le poids de la justice. Dehors, les journalistes ont salué la force d'Anna, une enfant qui refusait de laisser la vérité s'enfouir. À la maison, Anna écrivait des lettres à sa mère. Exprimant sa douleur et son espoir. Jordan, son père, se sentait coupable de ne pas l'avoir écoutée plus tôt, mais il était déterminé à soutenir Anna. Anna a partagé son histoire à l'école. Inspirant ses camarades et ses professeurs. Elle a parlé de courage, être petit mais s'exprimer malgré tout, affronter la peur avec vérité. Ses mots étaient empreints de chaleur et de respect. Témoignant de la puissance tranquille du courage. Ensemble, Jordan et Anna ont planté des tournesols dans le jardin de Cassandra, créant ainsi des souvenirs vivants d'espoir et de guérison. L'histoire d'Anna a dépassé les frontières de leur ville, une interview radio, un livre et des invitations à parler de traumatisme et de résilience. Ils ont reçu des lettres de personnes touchées par le courage d'Anna, reconnaissantes de leur avoir appris à écouter. Anna est devenue ambassadrice jeunesse du Fonds Matthews.
qui aide les familles à surmonter un traumatisme. L'histoire d'Anna a enseigné aux communautés la force de dire la vérité et le pouvoir guérisseur d'être entendu. La maison qui autrefois abritait des secrets était désormais porteuse d'amour et d'héritage. À travers les épreuves, le deuil et la guérison, la voix d'Anna a brisé le silence. Apporté la justice et semé les graines du changement. Son courage nous rappelle à tous que la vérité, même celle des plus petites voix, peut transformer les ténèbres en lumière.